Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Jamais une sélection africaine n'a réussi à atteindre ne serait-ce qu'une demi-finale de Coupe du Monde. Il semblerait que nous ne soyons pas prêts d'en avoir une sur le toit du monde du football. Pourquoi ? Eh bien, c'est la question à laquelle vont tenter de répondre les libéraux du jour dans le débat culture foot du jour. Et j'ai avec moi à mes côtés Samuel. Salut à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Et Damas. Salut à tous. On va jamais gagner de Coupe du Monde en Afrique, Damas. Mais déjà, est-ce qu'on y va pour gagner ? Il faut répondre déjà à cette question. Est-ce qu'on y va avec la culture de la gagne ? Une Coupe du Monde ne se gagne pas en 4 ans. C'est pas quelque chose qu'on prépare dans l'immédiat. C'est pas que, en fait, le Coupe du Monde, c'est pas qu'une équipe de 11 joueurs avec un staff qui est mis en évidence. C'est toute une nation, c'est toute une culture, c'est toute une organisation, c'est toute une structure qui est mise en place afin justement d'avoir des joueurs optimales arrivés à l'échelle mondiale. Mais est-ce que les Africains ont ce genre de pensée quand ils vont au mondial ? Je ne pense pas. On va essayer de voir justement, c'est à cette question que le podcast va essayer de répondre. Juste avant, on va essayer de faire un bilan des équipes africaines en Coupe du Monde. D'un point de vue historique, les Africains sont en Coupe du Monde depuis 1934 avec l'Égypte déjà. Il y a surtout eu des grands événements. On a eu l'Algérie qui bat l'Allemagne en 82. On a le 9-0, la défaite du Zaïre contre la Yougoslavie. Ce sont surtout des grands événements, parfois malgré eux, que l'on retient les Africains. Mais Gilles Christ, le bilan africain en Coupe du Monde n'est pas fameux. Il n'est pas fameux, même s'il faut mettre aussi en avant donc, le Maroc qui passe le premier tour en 86, le parcours du Cameroun en 90, donc premier quart de finale donc avec aussi en battant donc le champion du monde en titre lors du premier match. Donc après il y a pas mal de performances, notamment donc on est revenu donc sur un podcast sur 2002 pour le Sénégal, 2010 pour le Ghana. On va dire que c'est plutôt des épiphénomènes sur lesquels on retrouve donc des nations africaines et qui marquent les esprits, que ce soit donc de la part sur le continent africain et aussi pour la diaspora. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on est sur des désillusions, comme on a pu voir donc 2002 avec le Cameroun, la débâcle de 2018. Et même en 2006, où on va dire que, mis à part le Ghana qui passe le premier tour donc, et qui se fait éliminer par le Brésil, on est globalement sur des déceptions et sur un manque de niveau qui, normalement, pourrait être comblé assez facilement par un peu plus de préparation et beaucoup moins d'ingérence d'individus ou de même de structures sur ces équipes-là. On va revenir sur justement peut-être ces raisons pour lesquelles l'Afrique n'arrive pas à avancer structurellement. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est que souvent, on a tendance à retenir des parcours d'Africains en Coupe du Monde. Mais parfois, par exemple, comme le Maroc, c'est éliminé dès la phase de groupe, ou le Nigeria en 94. Et pourtant, tout le monde les retient, ces parcours-là. Samuel. C'est par rapport, je pense, à un jeu qui était proposé. Le Nigeria 94, cette génération du Nigeria qui, au final, en Coupe du Monde, a fait quand même 2 8e mais qui n'a pas été plus loin, pratiquer un jeu qui était spectaculaire, qui était un peu une marque de fabrique, on va dire, africaine. On disait à cette époque que l'Afrique allait être le nouveau continent qui allait émerger dans le football et que ça allait vraiment être une nouvelle révolution dans les années 2000 et que ça allait enfin arriver. C'est une équipe africaine qui passe ce cap, parce que le Nigeria montrait des choses qu'on... Il y a une déception quand même avec le Nigeria, notamment en 98, je suis désolé. Moi, j'ai vécu le match Nigeria-Danemark en famille. On a été blessés. Franchement, il y a une déception amère, parce que tu vois, tu sors d'Atlanta 96 avec une médaille d'or avec une équipe espoir, donc il y a 2 ans de plus d'expérience, avec des joueurs qui ont l'expérience des grands clubs, et tu perds en 8e de finale de façon... lamentable contre le Danemark. C'est vrai que c'est ça. Mais disons que c'est, en plus on s'attendait tous en 98 à Nigeria. Même Brésil-Nigeria. Brésil-Nigeria, donc c'est-à-dire que ça aurait été un match franchement qui aurait peut-être marqué toute une génération. Et pourtant, voilà, les Nigérians qui perdent 1-4 contre le Danemark. C'est ça qui est dramatique. C'est des frustrations comme ça pour une équipe qui est exceptionnelle, tu vois. Enfin, qui est exceptionnelle, qui a fait au moins qu'il y a un gros match, que le Danemark, c'était quand même quelque chose à l'époque, mais on espère qu'il y a au moins une grosse confrontation et que ça va se jouer, quoi. Et en fait, au final, le match est bouclé.
C'est pas une raclée. Le point majeur justement de ces échecs se situe surtout au niveau de la concentration des joueurs africains lors des matchs clés. Si on regarde le marquage des Nigériens au cours de ce match 8e de finale, il est catastrophique. Il y en a même pas à des moments. Et le problème, c'est que ces buts sont encaissés très tôt dans le match. Mais je pense que c'est ce qui fait Très mal tôt. après d'ailleurs aux générations qui vont suivre derrière, c'est que à cause de cette image d'indiscipline, derrière les équipes africaines ont voulu avoir ce côté rigueur tactique à l'européenne et ont oublié du coup tout ce côté Ils ont perdu leur ont essence. perdu leur essence du Fantasy- football et je pense que cette défaite au final du Nigeria a fait plus mal que ce qu'on On a qu'est-ce qu'on tous pense. été déçus à la maison. Moi, le premier, je suis resté très silencieux dimanche soir. Oui, c'est vrai, c'était un dimanche. Un je me dimanche, rappelle. au Samuel- Stade de France. Samuel, tu parlais de cap. Damas, toi, tu as parlé de manque de concentration. Ça serait dur justement de pointer du doigt ce manque de concentration comme si c'était structurel aux joueurs africains, mais j'ai quand même envie qu'on parle d'une sorte de plafond de verre psychologique qui va pousser les Nigérians, les Camerounais à faire entre guillemets des bêtises de concentration, alors que c'est pas de la concentration, c'est pas voulu, c'est de la manque de lucidité parce que finalement Exact. tout le monde nous fait croire qu'on n'a pas le droit de gagner. Ce manque de lucidité, justement, on peut parler d'un autre exemple. Allemagne-Cameroun. C'est vrai que les En Camerounais... 2002, ouais. Exactement. C'est vrai que les Camerounais sont arrivés dans de mauvaises conditions, notamment lors du Mondial 2002, en étant épuisés par un voyage qui a duré je ne sais combien de jours. Je n'irai pas dans les détails. Avec une fédération, encore une fois, on verra ça d'ici peu. Mais l'attitude des Camerounais face aux Allemands, on avait l'impression qu'ils voulaient plus se battre que jouer au football. La deuxième mi-temps de Allemagne-Cameroun, premier tour, victoire 2-0 des Allemands. Mais Rigobert Song n'en pouvait plus. Ah, mais quand même, les Camerounais ont pas mal de situations dans cette C'est rencontre-là, vrai. pas mal C'est d'occasions. vrai. C'est vrai. Et franchement, Mais c'est un si on nous dit trop-plein, qu'il y a 2-0 pour le Cameroun, ce match-là, donc quand on regarde par exemple la première mi-temps, on se dit que ouais, ce serait pas volé. Mais je sais pas, c'est vrai que cette barrière mentale psychologique, on l'a repoussée parce qu'il a fallu passer le premier tour. On l'a passé en 86 avec les Marocains. Après, il a fallu aller en quart de finale. On l'a fait avec le Cameroun. Voilà, après donc il a fallu donc justement briller donc dans des compétitions on passe à 24 puis à 32 Exact. et là ça a toujours été là le cas, donc c'est-à-dire que une équipe africaine peut le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans le dernier carré de se dire que par confédération, il y a l'Europe qui est représentée, l'Amérique du Sud qui est représentée, l'Afrique qui est représentée et peut-être dans une moindre mesure l'Asie qui pourrait être représentée. Il est là le problème. Et là justement, il faut qu'on avance. Et là, on a l'impression que à partir du moment où en fait on a atteint notre prime en 2002 puis 2010 avec le Ghana, où c'est passé à rien, on a l'impression que là on est dans une sorte de décompression qui est en train de continuer jusqu'à aller faire premier tour, 0 pointé donc au mondial 2018. Justement, c'est qu'avant il y avait cette idée qu'on allait progresser et maintenant c'est qu'on était passé de l'idée que l'Afrique allait être le troisième continent derrière l'Europe et l'Amérique du Sud et qu'elle allait vraiment pouvoir hisser son niveau à égalité avec ces grandes nations-là. Et au final, on se retrouve en 2018 avec des pays africains qui proposent même un jeu moins bon que des pays asiatiques ou des pays de la CONCACAF. Alors qu'ils avaient des potentiels ballons d'or. C'est ça qui est quand même délirant, c'est que quand je regarde cette Coupe du Monde 2018, limite avant les matchs, je me dis, je vais prendre plus de plaisir à regarder l'Iran ou le Mexique qu'à regarder une équipe africaine. Oui, parce que les équipes africaines sont ennuyeuses à regarder. C'est quand même dramatique. Ce mondial C'est 2010. la faute à qui ? Moi, je pense que c'est aussi à cause de leurs encadrants aussi. Exactement, il faut également en parler. Et ces encadrants ne sont pas africains pour la plupart. Alors justement, Et même qui les connaît ? structurellement, on va essayer de revenir sur les encadrants, donc les effectifs techniques qui encadrent les équipes africaines. Mais au-delà de ça, on a aussi les équipes administratives, entre guillemets, donc ça veut dire les confédérations, les fédérations, etc. Elles aussi, elles ont un problème. On peut parler d'Isaac Hayatou, ce monsieur, franchement, Ça, Hayatou, ouais. Isaac Hayatou, le fils spirituel de monsieur Blatter, qui malheureusement, je pense pas que dans sa gestion, a fait en sorte à ce que des nations africaines, même d'un niveau moindre que le Cameroun, l'Égypte ou le Nigeria, puissent émerger et développer des championnats locaux d'un certain niveau pour permettre un essor justement du continent, parce qu'on va pas uniquement que compter sur les grosses têtes qui elles-mêmes vont s'essouffler, qui vont permettre d'avoir un certain niveau. Il suffit aujourd'hui tout simplement de regarder le niveau des CAN. Le niveau des CAN aujourd'hui, ça devient dérisoire.
On s'ennuie. On regarde parce que nous sommes d'origine africaine pour la plupart, mais qu'est-ce qu'on retient footballistiquement de ce genre de match-là? Rien. On est plus dans l'attente d'un poids psychologique parce qu'on sait qu'il y a un rapport de force également au niveau des Africains qui est quand même assez évident et qui a permis au Cameroun de gagner certains trophées et de battre certaines nations émergentes en Afrique. Mais sinon, footballistiquement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a même même parfois on se demande même l'envie. L'Égypte à la dernière Coupe du Monde, c'est inadmissible. Ils finalistes de la CAN dans un groupe, réussir à perdre contre l'Arabie Saoudite, quoi. C'est quand même, il y a une rivalité entre les deux pays. C'est l'équipe qui est soi-disant la plus nulle de la compétition, l'Arabie Saoudite, et ils réussissent à battre l'Égypte de 1, finaliste de la dernière CAN. Déjà, c'est une honte au niveau du coup pour le continent de voir le finaliste se faire humilier comme ça. Et ils proposent rien dans le jeu. Mais si tu parles, même de ça, on peut même aller plus loin. La fierté, quand même, s'il n'y a pas que. Comment se passe la redistribution des richesses au niveau des institutions? Je suis désolé. Ça tourne sur qui? Ça va vers qui? Pourquoi plusieurs joueurs majeurs, notamment on va parler du Cameroun, Samuel Eto'o s'est plaint plusieurs fois de la part des instances camerounaises. Pourquoi ça ne change pas en fait, quelle que soit la génération, que ce soit dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, maintenant bientôt dans les années 2020, nous allons on passer est père de toujours famille sur les mêmes considérations, avec ingérence des ministères des Sports, avec ingérence donc du président de la République, avec ingérence donc je sais pas donc de personnes qui gravitent autour de la sélection, qui n'ont rien à voir avec le football parce qu'il y a des escrocs, des voyous. Moi est-ce que c'est ça doit que être des j'arrive pas à primes qui donnent comprendre. envie est-ce que ça doit être des primes qui donnent envie de défendre un maillot quand même? Une équipe nationale. C'est une équipe nationale censée être la fierté d'être convoquée dans l'équipe nationale, défendre son équipe nationale. Et il y a des histoires de primes avant chaque compétition. Des gens qui veulent pas s'entraîner. C'est inadmissible. Il y a aussi ce problème avec les binationaux qui viennent par dépit alors qu'ils en ont rien à foutre, excusez-moi du terme du pays. Et du coup, au final, c'est scandaleux quand même de faire pas s'entraîner pour des primes alors que c'est ton équipe nationale. Mais tu parles des binationaux. Vas-y, Gilles, tu peux peut-être. Mais parce qu'en fait, par rapport à ce que dit Samuel, c'est vrai qu'il y a cette histoire de primes, etc. Mais le problème, c'est que cette histoire de primes, quand il y a dans la plupart des pays qui sont engagés en Coupe du Monde, les joueurs sont rétribués de façon justement donc claire et précise, et que dans les pays africains, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le football, ni de près ni de loin, qui touchent de l'argent par rapport à la compétition, et qu'il y a les joueurs qui récoltent les miettes. Je suis désolé, ils ont le droit de réagir. Ils ont le droit. Et le problème, c'est qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de réagir, mais pas en faisant ces choses qu'ils font. Non, c'est leur métier, c'est leur métier, c'est leur métier. Je suis désolé. Du monde qui rapporte 2 milliards, je suis désolé. Pourquoi il y a des joueurs qui, on dit, on donne à un certain joueur 500 €. On est où? Je suis désolé. Et là, on parle des instances, mais là, on peut parler même d'un point socio-culturel du continent africain avec la force tribale qui habite dans ces pays. Qui se retrouvent dans les vestiaires. Exactement. C'est-à-dire, je suis maître de la fédération, je suis président de la fédération, je mets en place un coach forcément étranger pour éviter de renforcer notamment les différents coachs aspirants de la nation, et je vais surtout placer mes enfants, donc mes joueurs de tribu, sur le terrain. Il n'y a pas qu'une question du Cameroun qui a été comme ça. On peut même évoquer même d'autres nations. La Côte d'Ivoire, qu'on peut également évoquer. Est-ce que vous avez d'autres idées encore des cas comme ça? De cas comme ça, mais parce qu'ils font garder comme ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est la plupart du temps, c'est le Cameroun qui revient dans ces compétitions-là. Et malheureusement, parce que c'est aussi peut-être les meilleurs aussi. C'est les meilleurs, mais ils cristallisent, on va dire, les problèmes en fait. C'est notre Afrique en miniature, le Cameroun. Donc c'est-à-dire que quand on voit cette équipe-là, elle a été notre fierté, mais elle a été aussi notre honte aussi. Donc au niveau du continent africain. Mais moi, ce qui me frappe aussi, on dit souvent que c'est le continent africain est le continent le plus jeune. C'était aussi cet encadrement des jeunes qui n'existait pas en Afrique. On a souvent des jeunes joueurs qui sont trimballés par des agents à peu près partout en Europe centrale, en Europe de l'Est, alors que peut-être que s'ils avaient grandi en banlieue française, en banlieue londonienne, leur carrière aurait été différente. C'est aussi, c'est structurel, ça veut dire de la fédération à l'encadrant, c'est un problème d'argent. Peut-être que ça peut être juste ça la réponse. Au-delà de l'argent, c'est déjà un problème au niveau de la mentalité de la part de ce continent. Comment considèrent-ils leurs enfants? Comment éduquent-ils leurs enfants? Parce que concrètement, la force d'une nation se repose dans une famille. Donc si jamais vous vivez dans une famille dans laquelle vous n'êtes pas valorisé en tant qu'individu, ça va être difficile également à ce que d'autres structures, on va dire avec des objectifs financiers, puissent le faire. Est-ce que maman et papa me suivent et me poussent dans ma carrière? On a plusieurs exemples ici en Europe, d'autres même sports et même d'autres disciplines où on a affaire à des familles et également des forces de lobbying également, parce qu'il n'y a pas que également l'aspect familial. Bien sûr. Il y a également l'aspect entrepreneurial derrière, avec on va prendre un joueur comme sponsoring. Gregor McGregor fait un travail énorme par rapport à l'image de l'Irlande. Par rapport à la boxe. Conor McGregor, le MMA, par exemple. Le MMA, Gregor McGregor. Mais est-ce que côté africain, on peut faire la même chose aussi? On n'a pas beaucoup d'exemples là-dessus, même très peu. Ça là, avec l'Égypte, à ce côté-là un peu.
Oui, il a parce- un peu l'étendard du pays, il a carrément son dessin à New York, c'est quand même quelqu'un au niveau marketing. Après, Mais- c'est vrai que si on va descendre dans le terme Afrique, on va dire subsaharienne, le Eto'o, par exemple, n'a jamais, pourtant, plus grand joueur africain peut-être Samuel, qui a existé, excuse-moi. mais n'a pas eu cette image de star médiatique. À 98%, on ne pousse pas nos enfants à développer leur talent et on ne crée pas des environnements à ce qu'ils puissent explorer leur plein Pire, potentiel. On le dénigre. Mais oui, on le dénigre. je veux devenir footballeur. Tu veux devenir footballeur pourquoi? Tu sais même pas jouer. Mais combien de fois on a eu des parents africains qui ont réagi de la sorte? Mais je suis désolé, ça peut affecter la croissance d'un enfant. Donc ne soyez pas étonnés que 15 ans plus tard dans sa sélection, il échoue face aux autres confédérations. Bah justement, les autres fédérations. Là, on parle de l'Afrique parce qu'on a fait quelques podcasts spécifiques au football africain, mais cette incapacité de voir des équipes africaines d'aller en demi-finale, c'est aussi une réalité nord-américaine et asiatique aussi, même si les Sud-Coréens ont fait leur demi-finale en 2002. C'est quoi? C'est plus parce que culturellement, ce sont des continents qui n'apprécient pas le foot ou C'est ça. c'est- Justement, Reda, C'est pas dans leur c'est que culture, l'Afrique, je c'est un pays de foot, c'est un Continent continent, de football. c'est un continent de football, et alors que l'Asie, c'est un continent qui, à la base, c'est pas que ça soit au Japon, en Corée, en Chine, c'est pas le sport numéro un. Ouais, c'est des sports Et secondaires. alors, l'Amérique du Nord, on n'en parle même pas, à part C'est au ça. Mexique. Le Mexique, Le Mexique, oui, est un vrai pays de football. oui. Mais les États-Unis, le Costa Rica, ils préfèrent pas le baseball, ces concernés. gens-là. C'est pareil, le Japon et la Corée, c'est pareil aussi. C'est le quoi. baseball. C'est le baseball. Ils sont pas concernés. Ils sont pas concernés. Les Américains ont essayé hein, avec Bruce Arena. On peut parler de certains techniciens. Non, avec c'est quand même un sport qui est Ils ont pratiqué. essayé Non, c'est de pouvoir s'immiscer dans le C'est un football. sport qui est pratiqué aux États-Unis, mais mal. voilà, mais le Mexique, enfin, par il contre, n'est le pas Mexique est le forcément seul mal. pays. Disons qu'en fait, on veut dire que faire passer du gap de l'adolescence à l'âge adulte, C'est donc ça. pour le soccer, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément ce gap n'est pas forcément franchi. Gilles a raison donc, pour ça. et donc du coup, en termes de développement de la pratique chez les jeunes et chez les femmes, c'est là où en fait on voit que les Américains ont cette culture-là. Tout à fait. Mais voilà, mais quand on a un pays en termes de passion, en termes donc d'investissement, en termes de aussi donc de culture au quotidien, qui aime le football comme le continent africain, voir des performances comme celle-ci, on a décevant. envie de voir plus et on a envie de voir une puissance émergente, une puissance alternative à l'hégémonie des Européens et des Sud-Américains. Tout à fait. Mais ça, on a l'impression que ça n'arrivera jamais pour une raison simple, c'est la sous-représentation structurelle des Ouais. Africains en compétition internationale. On est 1 milliard d'habitants, 54 pays en Afrique, on a 5 places. Quand je dis on, je parle pas nous en tant qu'Africains, mais c'est de manière générique. Les Asiatiques, c'est 4,5 pays parce qu'il y a la question du barrage. 13 pays européens ont une place qualificative pour l'Europe, et les Sud-Américains, ils sont 10, ils ont 4, voire 5 places par Coupe du Monde dans une compétition à 32. Ça passe à combien là du coup avec la nouvelle réforme Là, on va passer à 48 en 2022. Mais quelle Là, horreur. les Africains auront 9 places, mais les Européens auront 16 places. Donc ça veut dire que proportionnellement, ce sera toujours... Pour le même nombre de pays, Exactement. les pays africains ont moins de strapontins que les pays européens. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la FIFA ou le football international, parce que là on parle vraiment que de Coupe du Monde, il appartient quoi? Aux Sud-Américains et aux Européens? Disons que quand Historique. on voit historiquement que les Européens ont créé et organisé la Coupe du Monde, que quelqu'un comme Joao Avalanche pour le Brésil a géré donc la FIFA et l'a globalisé, donc l'hégémonie Europe-Amérique du Sud a justement donc a concerné uniquement ces pays-là, et les puissances et les autres puissances émergentes des autres continents ont récolté les miettes. Et le problème de ça, c'est que on est toujours dans une vision paternaliste donc du football africain, en disant que voilà, c'est les petits, on va leur donner 2-3 places. Exact. Et voilà, donc, et après ils vont se contenter de ça, donc voilà, des os, alors que nous on va s'occuper du festin. Et maintenant on a aussi nous un discours en Europe, un discours ethnocentré, eurocentré, en disant que oui, le football africain il est claqué, il est faible, etc. Mais je suis désolé, quand tu vois des pays qui jouent des barrages en faisant n'importe quoi, donc lors des Les Italiens, les éliminatoires, Anglais. les Anglais qui vont aller en barrage, après qui vont dire qu'ils sont qualifiés, après on va dire les grosses nations sont là, alors que il y a des pays africains où il y a beaucoup de densité dans des groupes qui n'y sont pas. Se qualifier en Afrique est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc on a le regret de l'Égypte, mais s'il y avait 13 places en Afrique, vous pensez que parlerait l'Égypte pas. ne Ça, on serait en parlerait pas pas. qualifiée? On n'en parlerait pas. Et du coup, comme pour revenir sur ce que disait Damas, avec cette image de joueur qui aurait été le porte-drapeau
d'un pays africain, un peu comme l'était Conor McGregor avec, pour la boxe avec l'Irlande, l'Amérique du Sud a eu ces joueurs-là. Que ce soit Pelé avec le Brésil ou Maradona avec l'Argentine, ça a fait que ça a donné une vision plus globale et mondiale de ces Ils ont pays-là. une chance sur deux au de se niveau- qualifier. Bah oui, Une mais chance sur deux bah, de se qualifier. à Donc, l'époque, c'est-à-dire il y avait que moins de ne pas pays se- et quand ils se mais- sont qualifiés, ils ont montré quelque chose qui a fait que le grand public a voulu voir ces pays-là. Non, mais là, on a les- C'est quand même le business. Là, on a un les- peu argent, c'est quand même le business, le football, et les gens voulaient regarder la Coupe du Monde pour voir ces pays-là. T'as dit Pelé, Maradona, on a les deux des meilleurs joueurs de tous les temps. On n'a jamais eu le meilleur joueur de tous les C'est temps. pour ça que Chez justement nous. l'Amérique du Sud a aussi cette légitimité dans Elle la n'a tête pas des de gens. légitimité. Dans la Non, tête je des suis gens. désolé, elle ne doit pas avoir cette légitimité. Pourquoi, je suis désolé. Gilles Pourquoi À un moment donné, quand vous avez 10 nations C'est pour c'est 5 neuf Coupes places, du monde, Gilles. je suis désolé. Encore une fois, vous avez une chance sur deux d'aller en Coupe du Monde. Quand on entend que l'Argentine ou le Brésil ils ont des difficultés pour se qualifier, c'est-à-dire le problème structurel qu'il y a dans ces pays-là. Exact. C'est grave en fait. Exact. Donc c'est-à-dire que si on était sur 2 ou 3 places, je suis désolé, ces pays-là passent à la trappe. Tout à fait. Donc du coup, quand ils arrivent, ils terminent 4e ou 5e, peut-être barragistes, etc., et qui passent comme les Argentins en 94 ou les Brésiliens donc sur le fil en 2002, après qu'ils sont champions du monde, on est sur quelque chose qui structurellement leur permet de pouvoir assurer leurs arrières. Mais si ça, c'est vrai. on est dans quelque chose où il y a moins de place, je suis désolé, le Brésil, on aurait entendu oui, il y a moins de place pour le mondial. Et c'est pour ça que même pour les Européens, quand on voit que l'Italie, les Pays-Bas ne se qualifient pas en Coupe du Monde alors qu'il y a 13 places. Non, c'est mais scandaleux. c'est sur scandaleux. 32 pays, je Non. suis désolé, oui, les pays sont complètement cuits Mais pourquoi aujourd'hui. Mais pourquoi les nations européennes ont ce coussin que nous, Africains, n'ont pas Donc, créer la Coupe du Déjà, il Monde. faut savoir également que la Coupe du Il Monde... y a personne qui nous représente. Concrètement, il y a personne qui nous représente pour dire les mecs, maintenant c'est bon, il faut qu'on fasse une Mais répartition Gilles, plus qui est la égalitaire, personne aujourd'hui qui peut le plus faire équitable. C'est que Samuel Eto'o aujourd'hui qui évoque des points socio-culturels comme cela, des socio-économiques également. Mais le problème, c'est que Samuel Eto'o, il vient juste d'arrêter sa carrière. C'est Donc ça, après, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. des joueurs de Ça foot. ne suffit pas. Maintenant, il faut des mecs en costard qui viennent dire les mecs, Exactement. maintenant, il faut qu'on se pose et qu'on fasse quelque chose de différent. C'est pour ça justement que le côté business qu'évoque le mondial est important. Pourquoi Parce que une Coupe du Monde, quand on voit notamment deux nations en train de jouer l'une contre l'autre, il y a également un clivage entre deux pays qui dépasse le cadre du football. Un France-Allemagne, ça va plus loin que le football. Mais malheureusement, quelle est l'image qu'a les Africains déjà de eux-mêmes, mais également quelle est l'image des Africains aux yeux des autres confédérations? Je suis désolé, mais l'Afrique, c'est le continent de la manufacture. On leur donne tout. Ils importent tout. Les Africains ne créent pas grand-chose. Je suis désolé. C'est-à-dire, c'est pas une question que de football, c'est également en termes d'image, en termes de lobbying, en termes de promotion. Sadio Mané, Samuel Eto'o s'est plaint il y a pas longtemps par rapport au fait qu'il faut que les Sénégalais reconnaissent le leadership de Sadio Mané. Et c'est pas normal qu'Eto'o dise des choses comme ça. Parce que ça va de soi. Mais bien sûr que ça va de soi, tout le monde le reconnaît. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas eu longtemps, il y a eu un vote là par rapport à un joueur de l'année là. Ouais. Des journalistes africains n'ont pas mis forcément Sadio Mané à la Non, première place. non, Ça pas veut du dire quoi? Ni Salah d'ailleurs. Ni même dans les 5 premiers. Mais c'est ça qui est scandaleux. grave. Après, on va dire que oui, c'est les sorciers et tout, etc. comment Alors que tu- l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. S'il n'arrive pas à promouvoir les meilleurs produits de son continent, qui va le faire à sa Qui va le place faire Et ils sont dans des espèces de guerre d'ego. On veut pas aller lire lui parce que notre joueur à nous il est meilleur et on veut pas avouer que le leur il est meilleur. C'est un peu aussi des enfantillages Mais bien sûr. de fierté qui Qu'est-ce sont pas. qu'est-ce qu'a dit le Christ? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas régner. Je suis désolé, c'est le désordre d'un royaume Ça sera la divisé citation contre du lui-même. jour. Je suis désolé. Et il a raison, ce monsieur. Jésus-Christ. Mais lui seul Déjà. ne peut subsister, il ne peut pas tenir. Non, mais ce qui est intéressant, justement, alors, sur ces équipes, sur la considération des confédérations internationales vis-à-vis des clubs, des pays africains, on a longtemps eu un seul représentant africain en Coupe du Monde, souvent sur invitation. Et puis, on a aussi eu des Africains qui ont fait, peut-être une fois dans l'histoire, un boycott de la Coupe du Monde. C'était un boycott sur des bases sportives. C'était pour la Coupe du Monde 66, où les Africains ont dit, vous ne donnez qu'une seule place. Et ils ont boycotté. Alors, c'est une des compétitions dans laquelle il n'y avait aucun Africain, comme en 58, où le Soudan a refusé de jouer la Coupe du Monde parce qu'elle avait refusé de jouer contre Israël en barrage. Autre un peu ironique, c'est qu'en 62, on a le Maroc qui perd contre l'Espagne dans un barrage où l'Espagne jouait contre le meilleur Africain, le Maroc. Donc ça veut dire qu'avant que la Coupe du Monde ne se joue, on a un barrage entre le pire européen et le meilleur Africain. Et c'est l'Espagne qui gagne. Donc là, on a encore une compétition en 62 sans Africains. Et en 66, on a justement la Confédération africaine qui boycotte la Coupe du Monde 2066 parce que ils ne se considéraient pas comme étant respectés. Donc on a eu peut-être cet élan politique à un moment donné où on Bien sûr. disait respectez-nous.
Et à juste titre, on sortait également de la colonisation. Il y a un Voilà. contexte politique C'est qui est le moment là. des indépendances Exact, avec les nations commencent à les s'affirmer. non-alignés aussi. Tout à Et fait. donc qui permettent de dire qu'il faut porter donc une voix qui soit forte aussi sur le continent. On est indépendant donc depuis moins de 5-6 années. Tout à fait. Maintenant, Faut nous il reconnaître. faut nous reconnaître en tant que tel et non comme une ancienne colonie. Et donc là, effectivement, on est parti de cette idée-là. Et donc peut-être que cette époque-là, on était dans une génération de personnes qui avaient donc cette idée-là, donc d'idée donc d'amour de la patrie et de l'amour du panafricanisme, qui Exact. derrière, après, donc c'est installé donc dans, on va dire, une gestion, voilà, donc qui est faite par des gestionnaires, des notaires qui ont qui justement qui gèrent leur affaire Des notaires. comme il faut pour que voilà, donc pour que les leurs soient à l'aise et que pour le reste, mais débrouillez-vous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Débrouillez-vous. Aïe, tout. Maintenant aussi donc le Hamad pour le Madagascar, Exact. qui est aussi dans cette logique-là, et on s'en sort pas. Un mec comme Hamad Hamad nous ridiculise aujourd'hui pour au niveau donc de la Confédération africaine de football, où quand il vient à Paris, on l'emmène en garde à vue parce qu'il a fait donc 2-3 choses, on sait même pas d'où ça sort. Il retire donc des coupes d'Afrique à un an de la Coupe d'Afrique parce qu'il avait dit que voilà, donc tout ce qu'a fait Ayatou, il faut que je le détruise, et il a fait. Et après, il a mis donc justement, donc il a mis les formes en disant que bon, on va décaler les CAN, etc. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que on n'a pas encore cherché une vision au niveau donc des décisionnaires qui permettent de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, il faut qu'on avance d'une seule et même voie. Exact. Pourtant, on va te dire qu'on a réussi, par exemple, à avoir la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Mais pire encore, peut-être que, justement, Samuel, tu voulais en parler tout à l'heure de cette Coupe du Monde 2026. On va terminer cet épisode sur cette question-là. Mais on a aussi justifié la Coupe du Monde à 48 pour faire plaisir aux Africains. Mais concrètement, c'est un leurre. Quand on voit le nombre de places que les autres équipes En fait, c'est européennes surtout vont continuer qu'on- d'avoir. on ne voulait pas retirer des places aux Européens, donc on vous a rajouté des places et on va faire une Coupe du Monde avec plus d'équipes parce que nous, c'est hors de question qu'on laisse des places. C'est plus ça. On laisse pas. On Ça, faut vous regarder laisse. qui la Slovénie, la Slovaquie, des pays. On sait pourquoi. Oui, en mais, fait. mais malheureusement, Pourquoi ils sont là malheureusement, c'est que je suis d'accord avec Mais avec s'ils toi, sont Gilles. meilleurs que l'Espagne ou mais non, l'Italie, mais ils ont le droit d'y je suis- être. oui, mais- Ils ont le droit, oui, bien Non, sûr. mais C'est pas souvent le cas non Je plus. suis d'accord avec toi, Gilles, mais le problème, c'est que quand ces équipes-là rencontrent des pays africains en Coupe du Monde, ils les battent. Je vois la Slovénie, comme tu disais, ils battent l'Algérie en 2010. C'est quand même, c'est ça qui est. Et on a failli battre l'Allemagne. Oui, mais c'est ça qui est dramatique. Je vous dis, c'est l'Arabie Saoudite qui bat l'Égypte, c'est la Slovénie qui bat l'Algérie. C'est quoi? Il y a eu quoi la dernière mois? Mais- C'est le Japon qui donne une leçon de football au Sénégal à la dernière Coupe du Monde. C'est ça qui est dramatique. Enfin, le son, Bah, le son, le son quand- de le deux, son. ouais. Il y a non, deux- le son, il y a deux- pourquoi, il y a oui, y a deux- pas de il y a souci. deux- il y a C'est deux- très bien non, pour eux, hein, y a pas de problème. Il y a deux, mais Hein qui dominent mais le c'est jeu. une leçon dans Dans, l'approche, mine de rien, parce que le match le match se déroule, même si le Sénégal donne un but sur le jeu proposé entre les deux équipes. Le Sénégal, franchement, on avait beaucoup d'espérance sur cette équipe-là. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'est pas ennuyé en regardant les matchs du Sénégal, quand même, c'est ennuyeux. Alors que le Japon, ça a essayé de jouer au foot contre la Belgique. Ils ont essayé en mettant. Ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner s'ils n'avaient pas eu ce craquage total. Voilà, c'est plus ces défaillances-là que je trouve quand même qu'il faut remédier à ça et il faut plus de. Ah, justement, Sur le terrain, déjà, revenir sur le Justement. terrain, quoi. on est entre nous, on a l'Urban Soccer de Nanterre, on essaye de refaire le monde, on se pose la question pourquoi l'Afrique ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Alors, donnez une réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on terminera le podcast comme ça. Ah là, il n'y a plus personne qui veut parler. Faire hein. confiance. En fait, j'attends parce que moi j'ai ma réponse, mais Faire confiance aux Africains. Mhm. Déjà, on a vu d'ailleurs avec la dernière CAN, avec le Sénégal qui est entraîné par un Africain et l'Algérie qui a gagné la CAN, en produisant d'ailleurs Toujours un Africain, oui. qui a gagné avec un Et Africain. avec en produisant- beaucoup de joueurs C'est ça. nés en Algérie avec aussi. beaucoup de joueurs nés en Algérie. D'ailleurs, il y a un centre je crois, de formation là-bas qui fonctionne Le plutôt pas Paradou. mal. Le Paradou. C'est ça. Et puis en proposant du beau jeu. En jouant un football quand même pas mal. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Algérie jouer peut-être son jeu traditionnel. Damas. que les Africains fassent confiance aux Africains. Oui, c'est ça. C'est qu'ils arrêtent un peu de toujours quémander la main justement de scrupuleux et des truands, de brigands, Des bandits. techniciens français de rue, Mal au trou. qu'ils arrêtent de justement de compter sur ce Allemands, genre de Belges. personnes. Allemands, Belges, Bien sûr, Serbes, des anciens ex-Yougoslavie, colons, oui. enfin bref, peu importe, je préfère pas même m'étendre, mais que les Africains fassent enfin confiance à leurs enfants, à leur potentiel pour que ils puissent enfin démontrer cette marque africaine qu'on voit très peu pour autant. Et en effet, l'exemple de l'Algérie et même du Sénégal est bienvenu. Faisons en sorte que ça puisse continuer ainsi. Et du Nigeria avant aussi. Moi, Avec, voilà, Stéphane Keshi. Avec Stéphane Keshi. Regretté. Ouais, je pense tout purement et simplement, si on veut partir sur de nouvelles bases,
il faut dissoudre la Confédération africaine de football. Moi, je vous le dis très clairement, il faut dissoudre C'est aujourd'hui radical. ce qui est. Mais excusez-moi, elle est sous tutelle aujourd'hui par la FIFA. Quelle confédération est comme ça aujourd'hui? Donc moi, je suis désolé, il faut dissoudre la Confédération africaine de football dans son fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, qui est un fonctionnement qui date du XXe siècle, pour ne pas dire, pour être gentil, et repartir à plat. Donc c'est-à-dire tout ce qui est en termes de réforme, en termes de pensée, donc de comment est structurée donc les compétitions continentales, de comment sont structurées les compétitions donc nationales, et même comment on appréhende le sport. Donc en termes de façon pyramidale, donc sur le continent et même sur l'aspect public-privé, Tout à fait. je suis désolé, c'est à ce Public-privé. moment-là qu'on va essayer de rehausser le niveau donc du continent africain en essayant de retenir les talents, de retenir les techniciens. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra aller en Coupe du Monde avec peut-être une ou plusieurs pays, donc plusieurs armes qui vont permettre de pouvoir être en quart de finale plus régulièrement. Et après, il faudra, donc c'est ce petit surplus qui viendra avec le haut niveau. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.